Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent progressivement pour ce nouveau webinaire correspondant à un des webinaires du cycle qui correspond à la première étape de la 11e édition des entretiens agronomiques Olivier Dessert. Cette série de webinaires qui porte sur les enjeux et les impacts des différentes transitions sur l'agriculture et la compétence et activité des agronomes. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter de la transition alimentaire. Et pour ce sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir comme intervenant Nicolas Bricasse, qui est socio-économiste des systèmes alimentaires, chercheur au CIRAD et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et en discutant, nous avons un agronome de l'AFA, mais qui est avant tout délégué au développement de Solagro, que tout le monde connaît, et qui est spécialiste de l'évaluation des systèmes alimentaires. Je vous rappelle que pour interagir avec nous pendant ce webinaire, vous avez deux boutons que vous pouvez utiliser en priorité, le bouton discussion ou chat ou converser qui correspond qui vous permet de nous donner des informations. Moi-même, je vous en donnerai, mais si vous avez des informations à donner ou me faire part de vos éventuels soucis techniques, vous utilisez ce bouton, s'il vous plaît. En revanche, l'autre bouton que l'on conseille aussi, mais surtout d'utiliser, c'est le bouton QR pour questions-réponses, puisque c'est dans cette rubrique-là que nous pourrons piocher les différentes questions que vous voulez poser à nos deux intervenants et on pourra y répondre à la suite de l'intervention de Nicolas et du contrepoint proposé par Philippe après l'intervention de Nicolas. Sans attendre, je vais donner la parole à Nicolas qui va pouvoir nous parler des enjeux et impacts de la transition alimentaire. Et Nicolas, tu as la parole. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc assez rapidement, je voudrais essayer de parler de deux choses pendant cette présentation. Ce qu'on appelle assez classiquement la transition alimentaire, c'est-à-dire les changements, on va dire, fondamentaux qu'il y a dans la ration alimentaire, dans ce que les gens mangent, comment ça évolue à la fois sur longue période, comment ça évolue dans le monde, et puis un petit focus sur la France. Et puis le deuxième objet de mon propos, c'est d'essayer de dire il ne faut pas limiter l'idée de transition alimentaire uniquement à une question d'évolution de ce que les gens mangent, de la ration, du régime alimentaire, de la diet, comme on dit en anglais. Il faut regarder en fait d'autres tendances dans l'évolution des rapports à l'alimentation, et c'est ceux-là peut-être qui sont finalement les plus intéressants pour les agronomes de demain. Alors, première chose qu'il faut rappeler, peut-être, qui est importante à rappeler, c'est que on connaît depuis la fin du 19e siècle une forte augmentation de la production alimentaire. Elle a démenti Malthus. Malthus pensait que la population irait plus vite que la production alimentaire. C'est l'inverse qui s'est produit depuis le milieu du 19e siècle. Et vous voyez que depuis les années 60, on continue d'avoir une augmentation de la production alimentaire plus rapide que la population, puisque ça, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle le disponible alimentaire, ce qui reste une fois qu'on a enlevé la production pour les animaux, les pertes, etc. Voilà ce qui reste pour les humains. Ça augmente partout, ça continue d'augmenter, ça ne faiblit pas. Et ça ne veut pas forcément dire que ça, c'est une transition vers quelque chose qui serait favorable pour l'environnement et pour la santé. En tout cas, voilà, premier élément à garder en tête, c'est que on a une augmentation de la production alimentaire qui continue d'être plus rapide que la population et qui, alors c'est peut-être ça qui est important, le trait rouge vous le montre, est désormais pratiquement partout au-delà des besoins nutritionnels, estimés grosso modo à 2500 kilocalories par personne et par jour. Donc partout, on a dépassé ce seuil depuis les années 80 à l'échelle mondiale. Et puis maintenant, à peu près tous les continents ont dépassé. Donc on est maintenant dans une situation véritablement de surproduction alimentaire. Si je regarde maintenant d'où viennent les calories que nous consommons, on peut les catégoriser en trois groupes. Le groupe des glucides en vert, le groupe des lipides en rouge et puis le groupe des protéines en bleu.
Et là, c'est une reconstitution sur très longue période pour la France. Et on voit que, grosso modo, on est passé d'une ration calorique largement dominée par les glucides, avec moins de 20% venant des lipides, et qu'on est allé vers un modèle où aujourd'hui, grosso modo, glucides et lipides se partagent à part égale un peu moins de 90% des apports caloriques, et puis bon, les protéines, qui constituent un peu d'apport calorique, elles ne bougent pas. Alors, ça, c'est à l'échelle française sur longue période. Ça, c'est à l'échelle mondiale, un peu de la même façon. Vous allez voir, c'est une comparaison entre le début des années 60, 61, 63, et puis on va regarder quelques décennies plus tard. Chaque pays est représenté par 3 points. Un point vert, là, par exemple, qui dit que dans ce pays, on est à 70% de glucides, un point rouge à 17% de lipides, et puis un point bleu à une douzaine, 13% de protéines. Alors donc, chaque pays, c'est en fait une ligne verticale. Voilà ce qui se passe en 61, 63, et voilà ce qui se passe en 2001, 2003. Donc, on voit que tous les pays sont allés vers ce qu'on a vu pour la France. Donc, c'est vraiment une très grande tendance lourde, l'augmentation des lipides, la baisse des glucides, le maintien des protéines dans l'apport calorique. Mais par contre, à l'intérieur de tout ça, il y a des choses plus fines qui se passent. C'est un vieux document de 62. C'est très compliqué aujourd'hui avec les données de la FAO de le refaire. Il faudrait passer une petite semaine pour le faire. Je n'ai pas pris ce temps-là, mais en rediscutant avec mes collègues de la FAO, ils me disent tu peux toujours utiliser, ça reste complètement valable. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous a dit que les lipides avaient fortement augmenté, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des lipides libres, c'est-à-dire les huiles qu'on rajoute dans la cuisine et qu'on rajoute dans les produits transformés, et puis bien évidemment les lipides animaux. Les lipides qui étaient liés aux végétaux, qui étaient généralement dans les germes des grains, eux ont fortement diminué. Que se passe-t-il du côté des protéines ? Vous n'êtes pas sans ignorer une forte augmentation des protéines animales, une diminution des protéines végétales, une forte augmentation des sucres dans l'apport glucidique. Et voilà grosso modo ce qu'il faut retenir de l'évolution tendancielle qu'on retrouve absolument partout. J'y ajoute là, parce que ce n'est pas dans les données, l'accroissement de la part des produits transformés dans la consommation alimentaire. Regardons de plus près, et c'est pour essayer d'illustrer un autre propos. Derrière la tendance générale, voilà comment évolue pour tous ces pays-là qui représentent un peu plus de 5 milliards de personnes. Voilà, ça c'est la situation en 61, 63, ça c'est la situation en 2001, 2005, au fur et à mesure que s'améliorent les disponibilités totales, c'est-à-dire grosso modo la richesse. Et donc, quelle est la part des calories animales qui proviennent, qui alimentent la ration ? Et on voit qu'on a effectivement, si j'enlève maintenant les pays, on voit une tendance. On voit bien une tendance qui est que quand le niveau de vie augmente, quand la disponibilité augmente, la part des produits animaux augmente. Mais ça, c'est une première lecture. Une deuxième lecture, c'est de regarder pour un même niveau, et ça, c'est plutôt des pays assez riches, déjà à 3000 kilocalories par personne et par jour, on voit une très grande disparité. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention. Oui, on peut regarder des tendances, mais en fait, on peut aussi regarder le fait que selon les pays, les trajectoires peuvent être très différentes. Et ça sera peut-être intéressant pour discuter des politiques. Bon, ce n'est pas tellement la structure du budget alimentaire, comment se répartissent les dépenses alimentaires des Français qui nous intéresse, c'est plutôt un rappel, c'est qu'aujourd'hui, 20% des dépenses des ménages sont consacrées à l'alimentation. C'était plus du tiers en 1960. Ça continue de diminuer chaque année. Chez la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, c'est nettement moins. On a tout d'un coup une brusque baisse de la part des dépenses des ménages, toutes choses égales par ailleurs, à revenu égal avec les nouvelles générations. Donc ça, c'est aussi une tendance lourde, la réduction de la part des dépenses consacrées à l'alimentation. Et puis une augmentation du budget de la restauration et de la consommation hors du domicile. Bon, ça, c'est pour le cas de la France. Alors, peut-être quelque chose qui va nous intéresser plus, et je pense que Philippe Pointreau aimera en discuter, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on connaît grosso modo depuis les années 80-90 une baisse de la consommation des viandes. Elle n'est pas très forte, parce que la volaille continue d'augmenter,
Mais vous voyez, en 90, on était à 106 kilos par personne et par an. On est en 2019 à 89 kilos. Donc, on n'est pas dans une poursuite de l'augmentation de la consommation de viande en France. Par contre, on est dans une augmentation des produits laitiers. Donc, c'est-à-dire en termes de produits animaux, on est toujours dans une tendance au moins au maintien de la forte consommation de produits animaux. Je rappelle que tous les nutritionnistes sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on mange trop de viande, d'une part, on mange trop de protéines, on est surprotéiné, nos rations caloriques sont surprotéinées, et quand on fait le grand débat sur on va remplacer les protéines animales sur les protéines végétales, vu les enjeux économiques qu'il y a derrière, ça nous cache quand même une vraie question, c'est qu'en fait, on aurait plutôt intérêt à réduire nos consommations de protéines en général, animales et végétales. Alors, là, je change maintenant de registre, je ne vais plus m'intéresser à la ration alimentaire des Français, je vais m'intéresser à leur rapport à l'alimentation qu'on interprète comme, depuis très longtemps, des rapports de distanciation de nos rapports, distanciation géographique parce que notre nourriture vient de plus en plus loin, et notamment parce qu'on se concentre dans les villes et que les seules périphéries des villes ne peuvent absolument pas nous nourrir, on est obligé d'aller chercher beaucoup plus loin la nourriture. Distanciation économique, ça veut dire qu'on a désormais beaucoup plus d'intermédiaires entre le producteur agricole et le consommateur. Je vous passe les détails des intermédiaires. Distanciation sociale, ça veut dire qu'on a perdu ce qu'on appelait l'allant de soi que constituait l'alimentation, c'est-à-dire que finalement, on appliquait les règles et les normes sociales de notre milieu, de ce que nous avaient appris nos parents, et désormais, on fait face à plutôt une tendance à individualiser les comportements, et du coup, c'est ce qu'on appelle en sociologie l'anomie, la perte des repères sociaux et des normes sociales. Et donc, cette distanciation sociale, on verra qu'elle pose un certain nombre de problèmes. Distanciation cognitive, ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des Français qui vivent en ville ont une finalement très faible connaissance de la façon dont on produit, la façon dont on transforme, la façon dont même s'organise la logistique d'approvisionnement. Donc, on a perdu la connaissance du milieu agricole par rapport à disons, quelques décennies avant, où on avait encore pas mal de gens qui avaient vécu à la campagne, ou en tout cas issus ou proches du milieu agricole. Distanciation sensorielle, c'est tout un travail qu'on a mené sur comment on évalue les sens pour montrer que, en fait, ce qui domine de plus en plus, c'est l'évaluation visuelle. On perd de la capacité de goûter, on perd de la capacité de sentir, on perd la capacité de palper, on perd cette compétence sensorielle. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'évolution, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que désormais, l'évaluation de la qualité, elle se fait essentiellement par le support de l'information, et c'est pour ça qu'on parle de distanciation, de la mobilisation des sens pour évaluer les produits. Et puis enfin, distanciation politique, ça veut dire que la majorité des mangeurs ont le sentiment de ne plus maîtriser le système, d'avoir un système alimentaire qui leur échappe, qui est aux mains des lobbies, qui est aux mains des politiques sur lesquels ils n'ont pas accès. Je pense à la PAC, par exemple, et donc un sentiment de déprise. Et tout ça génère, toutes ces distanciations génèrent de l'inquiétude, génèrent de l'anxiété, génèrent un sentiment de déprise, et en réaction, vont provoquer des recherches de proximité. Le local est à la mode, essayer de rapprocher les zones de production des zones de consommation, on cherche des circuits courts, moins d'intermédiaires. On fait appel à des nouveaux prescripteurs. Le mouvement vegan, par exemple, est un vrai mouvement de prescription. Vous explique comment bien manger. Vous avez sur Internet un fleurissement des prescripteurs partout dans le monde, dans tous les pays. Proximité cognitive, c'est le nouvel intérêt qu'on a pour l'agriculture, et l'agriculture urbaine en est un des signes, par exemple, en tout cas cette mode de l'agriculture urbaine. Proximité sensorielle, c'est l'envie de réapprendre à goûter. Alors, c'est les écoles du goût, c'est tous les clubs de dégustation, c'est tout le fooding qu'il y a derrière. Et puis enfin, proximité politique, c'est ce qui se joue derrière ce qu'on appelle la démocratie alimentaire, les conseils de politique alimentaire dans lesquels les consommateurs essayent de reprendre la main sur leur système alimentaire. Donc, ça veut dire qu'on est à la fois dans une tendance à la distanciation et qui, en même temps, du coup, provoque des recherches de proximité, et on est dans une ambivalence de ces deux tendances contradictoires. Alors, quelques autres éléments qui me semblent importants à souligner en termes de tendance, c'est qu'on est dans un pays dans lequel la précarité alimentaire
ne cesse d'augmenter depuis les années 80. C'est fortement accéléré avec la pandémie. On se pose la question d'une dizaine de millions de gens qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir se nourrir correctement d'un point de vue nutritionnel et par rapport à ce qu'ils souhaiteraient consommer. Donc, une vraie question, c'est qu'on commence à avoir une population qui sort du jeu et du marché et qui se retrouve en situation de précarité avec aussi beaucoup de contestation des façons dont on peut être solidaire, une très grande contestation de l'aide alimentaire. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui mérite d'être suivi. Et puis enfin, quelques signaux faibles, mais qu'il faut suivre. La grande mode hyper médiatisée du local et du bio, mais qui reste finalement relativement marginale encore dans la consommation, sauf chez les gens riches et surtout très éduqués, très informés, mais qui majoritairement dans la population reste marginale. Le mouvement du flexitarisme et du véganisme, qui est mondial, y compris au Brésil ou en Argentine, pour donner des exemples de pays qui sont très consommateurs de viande, plutôt dans les jeunes générations, pour lequel on s'interroge de savoir jusqu'où ça va aller, mais c'est quand même une tendance qu'il faut suivre. Et puis enfin, peut-être ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer dans le système alimentaire, qui sont les gros investisseurs aujourd'hui, pour essayer de construire des systèmes alimentaires qu'ils annoncent durables et qui sont en fait toutes les entreprises, à la fois les grandes, les GAFA, mais aussi beaucoup de startups qui investissent les sujets de l'information du consommateur, de l'analyse de son comportement avec le big data, la blockchain comme élément de traçabilité, l'arrivée de la commande et de la commande par Internet et de la livraison qui sont en train véritablement de bouleverser le système alimentaire. Et c'est important d'avoir en tête que ce sont aujourd'hui les grands investisseurs dans le système alimentaire. Alors, je voudrais finir juste pour essayer de dire, on a plutôt tendance, quand on parle de transition alimentaire, à penser plutôt transition nutritionnelle. C'est ce que je vous ai présenté en début. Et je voudrais rappeler que l'alimentation, c'est bien plus qu'une consommation de nutriments, mais que du coup, tant qu'on reste dans une vision où l'alimentation est réduite à des protéines, des calories, des vitamines, ça pousse l'agriculture à être productrice de molécules, à être productrice de protéines. Et j'en veux pour témoin le débat sur protéines animales versus protéines végétales. Comme je le dis souvent, personnellement, je ne mange pas de protéines. Je mange du houmous, des falafels, du chili con carne ou du cassoulet. Je ne mange pas des protéines. Donc, ce n'est pas comme ça que le mangeur se représente la question. Et en plus de ça, on voit bien qu'en nous construisant un débat protéines végétales, protéines animales, et ben finalement, on en oublie que un animal, ce n'est pas que de la viande sur pattes. Un animal, ça a des tas d'autres fonctions. Et donc, cette réduction à une vision purement moléculaire ou nutritionnelle, pour moi, elle me pose problème, d'autant plus qu'il me semble qu'on a maintenant un véritable risque, c'est que commence à émerger dans le débat des propositions très sérieuses d'un certain nombre d'investisseurs pour proposer de nous nourrir, non plus avec de l'agriculture, mais avec de la pure chimie. Et donc, c'est la production de lipides, c'est la production de protéines qui sont ensuite traitées, retexturées pour produire des aliments. Et il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'investissements dans ce domaine-là, ce qui veut dire que si on continue de penser que l'agriculture est juste là pour nous fournir de la molécule nutritionnelle, eh ben on peut aller jusqu'à même quasiment sa disparition. L'alimentation, on essaie, nous, de la voir à la chaire UNESCO Alimentation du Monde, c'est ce qu'on défend dans ce bouquin que j'ai mis à droite, là, que l'alimentation, il faut la voir comme des liens à soi-même pour assurer sa santé, son plaisir, des liens aux autres, c'est le lien social au travers du repas, au travers des achats, mais c'est aussi le lien dans les filières alimentaires, et c'est surtout du lien à la biosphère. Manger, maintenant qu'on a pris conscience que Homo sapiens est un animal symbiotique, c'est-à-dire qu'il vit avec un autre animal à l'intérieur de lui et autour de lui, ce qu'on appelle le microbiote, on comprend à quel point d'une part, on est complètement lié à un animal qui est à l'intérieur et qu'on façonne par ce qu'on mange et qui nous façonne en retour, mais que aussi l'agriculture et l'alimentation ont complètement façonné notre paysage. C'est l'agriculture et l'alimentation qui ont conduit à la destruction des forêts et qui ont aujourd'hui conduit à un paysage terrestre qui commence à devenir invivable. Et donc, repenser la question que l'agriculture, c'est finalement un moyen de construire de la biosphère,
de négocier avec la biosphère, ça change la perspective plutôt que de continuer de considérer que l'agriculture est juste là pour fournir des nutriments. Et puis, pour finir, je voudrais juste rappeler que, historiquement, jusqu'au milieu du 19e siècle, l'agriculture a toujours produit 4 types de biens en concurrence: des biens alimentaires, des biens énergétiques, c'était les animaux, c'était les huiles pour s'éclairer, c'était le bois pour se chauffer, des matériaux, c'était le bois pour construire, c'était les pailles qu'on mélangeait à la terre, et puis des fertilisants, les animaux, ils étaient là aussi pour fertiliser, et pour aller chercher des fertilisants des zones non cultivées vers les zones cultivées. Si on a abandonné la production d'énergie, de matériaux et de fertilisants par l'agriculture, grosso modo depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a permis l'explosion de la production alimentaire, mais avec les dégâts environnementaux qu'on connaît. Et donc demain, l'avenir de l'agriculture sera sans doute de devoir à nouveau produire ces 4 types de biens, ce qui veut dire qu'on va aller vers une véritable concurrence et une tension entre les usages de l'agriculture. Et donc là, il y a un nouveau challenge, c'est de sortir d'une vision qu'on a appelée, surtout après la Seconde Guerre mondiale, l'agroalimentaire, une agriculture dédiée à l'alimentation, pour reconnaître que l'agriculture va être obligée de faire bien plus. Alors aujourd'hui, on essaie de défendre, notamment dans les discussions internationales, le fait que l'agriculture, ça ne sert pas qu'à produire des biens, ça sert à produire du paysage et de la biosphère, et ça sert à produire de l'emploi et de l'activité économique. Et que c'est à l'aune de ces 3 types de finalités qu'il faut désormais l'évaluer et la repenser. Et je m'arrête là parce que je pense que j'ai peut-être même été un peu long, Philippe, et je m'en Non, non, excuse. parfait, parfait. Tu as même 1 minute d'avance, donc très bien, Bon, bah, tant merci. mieux. Et du coup, je Merci t'apprête Nicolas. mon PowerPoint, hein, c'est ça. Oui, ça laisse le temps à Philippe, qui est aussi un grand orateur et qui aime bien parler. Donc, Philippe, tu as 10 minutes pour discuter Ouais. les propos de Nicolas et prolonger, parce que certainement que tu as des choses en prolongement. Bah, merci, bonjour à tous et à toutes. Ouais, je trouve toujours très intéressant les propos de Nicolas parce que ça élargit vraiment l'horizon avec nous faire entrer dans tous les enjeux à la fois sociaux, environnementaux, etc. Je pense qu'il a bien montré l'enjeu que représente l'alimentation. Je pense que l'alimentation est un vrai levier de la transition. Et on voit que cette transition va être compliquée, va nous amener dans des nouveaux horizons. Et donc, par rapport au thème aussi qui a sous-jacent à ces ateliers, ça va être des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, ou en tout cas, le fait de travailler beaucoup plus, que les différents métiers travaillent de plus en plus ensemble. Alors, je vous ai quand même préparé juste quelques petits diapos pour compléter le propos de Nicolas. Alors, si je prends le tac, tac, voilà, je mets plein écran. Voilà, vous avez plein écran? Oui, très bien. Alors, ça, c'est juste pour dire, ça, c'est la pub du métro parisien, quoi. L'enjeu, un petit peu, qui a déjà sous-entendu sur la perte de lien, bah, elle est là dans ce message qui n'est pas du tout le mien, quoi. 0 minute de cuisine, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que là, malgré que le jeune homme est très sympathique et qui mange végétal, c'est vraiment le message qui est à l'antinomie de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire au contraire ne pas perdre le lien avec l'alimentation et continuer à savoir cuisiner et puis prendre du temps à manger, à cuisiner. Là, en vous faisant, d'abord il mange tout seul, le pauvre, et puis il mange peut-être dans, je sais pas où, dans le métro ou je sais pas où. Et voilà. Donc ça, c'est quand même ce qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui, c'est-à-dire nous déposséder de tout, quoi. Alors, après, juste pour conforter, je ne sais pas si vous avez bien vu la petite diapo de Nicolas. On voyait la France, vous avez remarqué que la France était tout en haut sur la consommation de protéines animales. La France est le premier consommateur de protéines au monde, quasiment. Enfin, les quelques pays qu'il y a au-dessus de nous, c'est vraiment des pays peu peuplés. Et on est quasiment les premiers consommateurs de protéines animales, quoi. Donc ça, c'est important à savoir. Parce que c'est vrai que quand on parle finalement de réduction de consommation de protéines ou de protéines animales, en fait, c'est on s'est allé vers la situation de la majorité des pays sur la planète, quoi. Voilà. Après, un point qui n'a pas trop développé Nicolas, enfin il en a quand même parlé à la fin, c'est quand même l'enjeu très fort qu'il y a entre alimentation et santé. Et là, on observe en France et encore pire aux États-Unis et dans plein de pays, une montée on va dire dramatique des maladies chroniques
et puis aussi de l'obésité. Donc, c'est essentiellement les cancers, les maladies cardiovasculaires le diabète de type 2. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Je rappelle quand même que le budget de la sécurité sociale en France, c'est 450 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le quart du PIB de la France, et beaucoup plus que le budget de l'État, qui n'est que de 350 milliards. Quoi. Donc, il y a un véritable enjeu dans la mesure où ces maladies-là sont entièrement financées et payées par l'assurance maladie. Vous comprenez qu'il y a une sorte d'érosion monétaire qui fait qu'il va falloir quand même stopper ces courbes, et l'alimentation peut y contribuer fortement, puisqu'on considère que 30 à 40% de ces maladies chroniques est liée à une mauvaise alimentation. Et pour cela, on a la chance en France d'être doté d'un plan national nutrition santé. Et je pense que le gros enjeu aujourd'hui, c'est comment on va recoupler finalement les enjeux alimentaires avec les enjeux agricoles. Et on pourrait imaginer que les recommandations, là vous avez les repères alimentaires du PNNS 4, finalement soient une vraie feuille de route pour l'agriculture française, voire européenne, puisqu'en gros les problèmes sont un peu similaires en tous les pays. Donc il y a forcément développer les fruits et légumes, parce que si on dit qu'il faut en consommer 5 portions, c'est qu'on n'en consomme pas assez. Donc il va falloir augmenter cette production, y compris les fruits à gog, développer la consommation de légumineuses, une sorte d'alternative aux protéines animales. Bon, bien entendu, les produits céréaliers complets, parce que si vous mangez que des produits raffinés, vous enlevez tous les nutriments. Baisser la consommation de produits laitiers, puisqu'on passe de 3 à 2, et puis surtout limiter la consommation de viande animale. Donc, les anciens PNNS du 1 au 3 recommandaient 2 à 3 produits, entre 1 et 2 produits animaux par jour. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de consommation minimale de produits animaux, il n'y a que des consommations maximales. Alors, je m'étendrai sur la charcuterie, parce que la limite maximum, c'est 150 grammes par semaine. On en consomme aujourd'hui 300, le double. Ça veut dire qu'on pourrait très clairement réduire de moitié la production de porc en France, quoi. Ce qui ne serait pas un mal, parce que ça réduirait la consommation de maïs irrigué, qui assèche nos rivières et nos fleuves dans le sud-ouest, et puis les importations de tourteaux de soja du Brésil, qui contribuent à la déforestation de cette forêt. Voilà. Et puis après, il y a un enjeu majeur qui est aussi de diminuer l'exposition aux pesticides. Voilà. Donc, pour moi, il est important aujourd'hui de faire le lien avec la santé, et que finalement, ces recommandations se traduisent réellement dans la politique agricole, ce qu'essaie de faire un peu la Commission européenne avec le Farm to Fork, mais qu'on a quand même du mal à transcrire. Voilà. Juste encore un mot par rapport le fait d'aller vers un régime plus végétal et bio, qui répond à ce PNNS, c'est-à-dire des produits non contaminés par les pesticides, moins de protéines animales. En fait, ça se traduit quand même par une empreinte surface qui est plus faible, de moins 23% dans les travaux qu'on a menés avec l'INRAE dans le cadre du projet BioNutrinet. On voit aussi sur ce graphique que les protéines animales représentent à peu près 90% de l'empreinte surface, et c'est à peu près autant pour les gaz à effet de serre, et qu'il faut à peu près 4000 m², donc un peu moins d'un demi-hectare pour se nourrir. Ça montre aussi la nécessité de bien protéger les terres agricoles, quoi. Voilà. Et après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans cette assiette, à peu près 30 à 35% des produits sont importés, et que là aussi, on peut voir comment réduire un peu tout ce volume de produits importés, sachant que souvent, on importe et on exporte les mêmes produits, et tout ça génère énormément d'impact environnemental. Voilà. Et après, par rapport aux enjeux environnementaux, j'en traiterai qu'un seul, c'est les gaz à effet de serre. On a parlé des pesticides, on peut parler de l'eau, etc., de la biodiversité, mais il faut savoir quand même que si vous prenez par exemple la flèche rouge qui s'appelle BioNutrinet conventionnel, 2,5 tonnes de CO2, c'est en gros les émissions actuelles de gaz à effet de serre au périmètre de la distribution, c'est-à-dire on a été jusqu'au magasin, donc à peu près un peu plus de 2 tonnes de CO2, d'équivalent CO2 par an, sachant qu'en 2050, si on veut réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, et encore certains disent qu'il faudrait réduire par 8, notre quota de CO2 est que de 1,9. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête, ça vous montre le chemin qu'on doit parcourir sur la transition. Aujourd'hui, les simples émissions liées à notre alimentation, et encore, on n'a pas été jusqu'à la cuisine, c'est plus que notre quota de CO2 à venir.
Donc, en fait, c'est évident qu'il va falloir réduire fortement les protéines animales parce que ça génère, notamment avec les ruminants, du méthane et puis du protoxyde d'azote qui n'est pas décarbonable. Et donc, il va falloir se diriger vers la droite pour avoir un peu de marge de manœuvre pour faire autre chose que de manger parce que si vous voulez vous transporter, vous chauffer ou vous vêtir, ça va aussi émettre des gaz à effet de serre. Voilà. Et puis juste pour dire le pendant du livre qu'a montré Nicolas, on en a écrit aussi un autre sur le revers de notre assiette. Et je pense que c'est important demain que les gens comprennent tous les enjeux qu'il y a derrière leur alimentation, qui, comme l'a dit Nicolas, ça n'est pas que des nutriments, c'est aussi finalement les liens sociaux que vous avez avec tous les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation. C'est les cuisiniers, ceux qui travaillent tous les jours à vous faire des repas. Alors, ça peut être vous, mais qu'il faut respecter. Et je pense que quand on a vu tous ces enjeux-là, on voit très clairement comment dire, toute la transition qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'au niveau agricole, d'aller vers une économie décarbonée, et comme l'a dit Nicolas, ça veut dire sans azote chimique, comment on va faire rouler les tracteurs. Enfin voilà, beaucoup d'enjeux qui, je pense, vont amener des discussions à notre débat, mais quand on intègre tout ça, on voit très bien que le métier d'agronome va fortement évoluer. Je pense que dans la mesure où il ne peut pas être compétent sur tout, je pense que l'avenir, c'est comment on va faire travailler ensemble des sociologues, des agronomes, des nutritionnistes, voire des gens qui font la ville de demain, parce qu'on va avoir une population urbaine, comment aussi maintenir de l'agriculture et du lien social sur l'alimentation dans les villes de demain. Voilà. On ne t'entend pas, Philippe. On ne t'entend pas. Excusez-moi, alors là c'est très mauvais. Merci, excusez-moi. Pendant que les questions vont arriver, il y en a déjà une sur le chat. Michel, merci de la mettre sur QR. On la prendra de toute façon, mais merci de poser vos questions. Moi, j'avais quand même une ou deux premières questions pour… donc, vous parlez de ces évolutions dans l'activité agricole et dans les métiers des agronomes, en disant surtout que il va falloir faire travailler ensemble des gens de métiers différents. Est-ce que quand même, par rapport à l'activité des agronomes aujourd'hui, il n'y a pas une évolution d'activité en dehors du faire de lien aux autres métiers et qui se traduirait par des compétences particulières de votre point de vue, en particulier en distinguant les différentes échelles, parce que je pense qu'à l'échelle locale, on voit par exemple dans les programmes alimentaires ou les plans alimentaires territoriaux, c'est peut-être pas la même façon de travailler pour les agronomes avec les différents métiers ou en tout cas en lien avec l'activité agricole qu'à une échelle plus large, nationale, régionale ou nationale. Quel est votre avis sur cette question de prise en compte des échelles dans l'évolution de l'activité agricole et l'évolution des métiers d'agronome? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? On est aujourd'hui avec une recherche qui a peu exploré la question de à quelle échelle on a intérêt à rediversifier l'agriculture pour des raisons essentiellement environnementales. On sait que plus on spécialise, plus on perd en biodiversité, plus on génère de maladies. Donc on a plutôt d'un côté besoin de rediversifier à des échelles très fines, et en même temps, faire ça, ça veut dire qu'on perd tout l'intérêt des spécialisations, des savoir-faire construits historiquement, de l'avantage comparatif à spécialiser un peu. Ça veut dire que si demain on voulait que toutes les villes et les villages de France se nourrissent localement, ça veut dire, une très très forte augmentation du prix de l'aliment, et deux, ça veut dire aussi que on fera du vin à Lille, ou alors on arrête de boire du vin à Lille et on boit de la bière, mais ça veut dire aussi qu'on perdra tout ce qui a été la construction des spécificités territoriales. Et donc, on est dans un trade-off, c'est-à-dire on est dans une tendance contradictoire. D'un côté, il faut qu'on essaye d'aller vers plus de diversification, et de l'autre, on a intérêt à garder une certaine spécialisation. Et la question, c'est que ça n'a pas été comparé très sérieusement, cette affaire, pour savoir finalement quel est à la fois l'avantage environnemental. Est-ce qu'il faut le faire à l'échelle de l'exploitation agricole, de la parcelle même? Là, par exemple, la permaculture, elle mélange tout sur la parcelle.
Est-ce que ça se fait à l'échelle du village ou de l'exploitation ou du village ou du pays ou du département ou de la région, etc. Et là, c'est pour moi un peu un des angles morts dans le débat actuellement. Bon, ça renvoie à aussi cette idée land sparing, land sharing. Hein. Est-ce qu'on finalement on se permet de pouvoir faire de l'écologie à certains endroits parce qu'à d'autres, on matraque le sol et on produit beaucoup, ou bien est-ce qu'on essaie de combiner partout? Et donc, ça, c'est une des grandes questions de demain. Mais sur ta question des agronomes, moi, mon message, c'est de dire, je pense que les agronomes doivent cesser de s'imaginer comme des gens qui vont aider à produire des biens à partir de la terre. Je pense qu'il faut aller vers des agronomes qui deviennent des gens qui contribuent à gérer de la biodiversité, à gérer de la biosphère, à gérer de la relation animale-végétale. Et quand je dis animal, je compte les humains dedans. Et donc, c'est une conception complètement différente de qu'est-ce que je fais avec de la terre et des animaux si je continue d'utiliser des animaux. Je voudrais vous inciter à lire ou à essayer d'emprunter dans une bibliothèque un bouquin qui, pour moi, est très, très intéressant, qui s'appelle Capital, avec un E agricole, qui est un bouquin qui a été fait par Augustin Rosenstiel, qui est un ethnologue devenu architecte et urbaniste, et qui a travaillé sur ce qui s'est passé autour de Paris, entre grosso modo 1800 et 1950. Et ce qu'il montre, c'est que c'est inventé, dans cette périphérie-là, une forme de production qui mélange la valorisation des déchets de la ville, la production alimentaire, l'agroforesterie, même la foresterie avec l'usage de tout ce que peuvent produire les arbres, l'industrie, l'habitat, dans un très joyeux mélange dans lequel s'invente une production alimentaire extrêmement intensive, complètement maîtrisant le climat, c'est la production des choux sous cloche, c'est les murs à pêcher de Montreuil qui exporteront leur pêche jusqu'en Russie. Et c'est inventé là quelque chose que Rosenstiel refuse d'appeler des agriculteurs. Il parle de gestionnaires de biodiversité et il montre en fait que c'est inventé à ce moment-là quelque chose de complètement différent. Très peu de ces gens viennent du milieu agricole, ce sont tous des citadins. Et ils ont tous inventé d'autres façons de produire. Et alors, il a décortiqué ça. Et c'est absolument passionnant. Alors, ce qu'il raconte, c'est qu'en 1950, De Gaulle est au pouvoir. De Gaulle, c'est un général, c'est un homme du rang. Il voyage la banlieue, il est à Voilan, il est dans ces banlieues-là. Il voit un mélange d'agriculture, d'industrie, de gestion de gadou, de déchets, de chiffonniers, d'habitat. Et il dit, rangez-moi ce bordel. Et ça va vouloir dire, sortez l'agriculture du périurbain, mettez l'agriculture en plein champ, on fera des espaces verts pour satisfaire les besoins nostalgiques de présence de végétaux dans les parcs et dans les bois qu'on fera autour de Paris. Et on abandonne complètement, on abandonne tout ce savoir qui a finalement quasiment disparu. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que c'est inventé une autre façon de faire de la production, ou en tout cas de gérer du vivant. Donc, je vous incite à regarder ça, c'est extrêmement stimulant. Merci. Philippe, par rapport à cela? Oui, moi je trouve que je pense que l'objectif, ça n'est pas de tout relocaliser, de tout produire ce qu'on a besoin. D'abord, ce n'est pas possible pour les produits tropicaux. Je pense qu'on peut le faire pour un certain nombre de produits comme certains légumes, certains fruits, le pain, les œufs, etc. Je pense que ça, c'est important de garder un minimum de diversité. Mais si on regarde une échelle plus grande, moi ce qui m'a sidéré en travaillant un peu sur les chiffres, c'est qu'en fait, là, la France exporte à peu près 33% de sa production et de ses surfaces, et on exporte 40 et on importe 33, quoi. Et donc, j'ai regardé, là, je commence à regarder comment on peut réduire ce flux, parce que c'est un flux qui représente 100 millions de tonnes de marchandises. Donc, c'est des camions, des avions, des bateaux. On voit très clairement aujourd'hui aussi tous les problèmes que ça pose. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à quand même réduire ces flux. Après, je suis assez d'accord avec Nicolas que la spécialisation a un peu d'avantage. C'est-à-dire qu'avant, quand il faut être à la fois éleveur, viticulteur, producteur de céréales et je ne sais pas trop quoi encore,
ça ne donne pas forcément les produits de meilleure qualité. Et le comté s'est spécialisé, la Franche-Comté dans le comté, ils font un excellent fromage et pas forcément nécessaire de les orienter vers autre chose. Mais on peut quand même imaginer que les régions très spécialisées ou le Limousin dans la viande bovine réintroduisent dans leur assolement des légumes, des pommes de terre, quelques céréales panifiables ou des vergers, quoi. Voilà, donc je pense que le débat sur les échelles, il faut toujours avoir en tête, il n'y a pas ni de règles, ni de solution miracle, mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens comprennent d'où vient leur alimentation, se posent ces questions des impacts que ça génère, et de recréer du lien, quoi. Voilà, moi, c'est ça qui me paraît important. Ok, bon, on reviendra sur les activités des agronomes tout à l'heure, mais je vais prendre des questions des participants. Alors, je prends d'abord les questions qui sont dans le chat parce que sinon, je vais les oublier. Donc, une question de Michel. Je comprends bien le discours général qualitatif auquel j'adhère sans difficulté. Qu'en est-il de l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le rapport aux limites physiques de la planète? Est-ce qu'il y a concordance ou au contraire opposition? Et où? Si nous atteignons 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire quand même une croissance globale de population de 30%, est-ce que les discours ne nous conduisent pas vers une forme d'optimisme? Cela dit, Philippe Pointreau apporte une réponse globale. Juste, je laisserai la parole à Nicolas, mais il y a eu un travail de Heat Lancet sur comment on va satisfaire à la fois l'alimentation de la population mondiale et les limites planétaires, notamment en termes de surface, de geste, de phosphore, d'azote, de biodiversité. Ce qui est clair, c'est que si on ne réoriente pas le régime, notamment dans les pays occidentaux et puis en Chine, hein, la Chine quand même a suivi un modèle totalement différent de l'Inde en augmentant fortement sa consommation de protéines animales, et donc c'est elle la premier importateur, premier importateur de soja du Brésil. On ne va pas y arriver, quoi. Donc je pense qu'on est en capacité de nourrir une population plus importante, mais il va falloir veiller à qu'est-ce qu'on va donner à manger. Et je pense que c'est à l'Europe l'Europe et les États-Unis, qui sont des gros consommateurs de protéines animales, de montrer qu'on peut, d'une façon tout à fait vivable, changer un peu son alimentation tout en ayant une alimentation goûteuse, quoi. Nicolas? Il y a pas mal de prospectives qui ont été faites pour se demander comment on s'en sort à 10 milliards d'habitants. WRI, Agrimonde, il y a eu plusieurs prospectives, toutes n'ont pas les mêmes méthodes, donc toutes n'arrivent pas exactement au même chiffre, mais il y a quand même une cohérence dans tout ce qui est montré, c'est que la poursuite de la tendance actuelle mène à la catastrophe en termes environnementaux et crée des tensions complètement insupportables, notamment, et tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait que la part de la surface agricole mondiale utilisée pour la production animale est trop importante. C'est 70% des terres de la planète qui sont agricoles au sens large, y compris les pâturages, sont destinées aux animaux et à l'alimentation des animaux. Donc le gros de la marge de manœuvre, il est là-dedans. C'est ce que Philippe dit aussi, hein, c'est la réduction de la surconsommation de produits animaux. Je dis bien de la surconsommation parce qu'il y a des tas de pays dans lesquels il y a besoin d'en consommer davantage pour des raisons nutritionnelles et notamment par rapport aux questions de l'anémie. Mais en même temps, tous ces raisonnements, ils ont une tendance à se poser la question d'une agriculture qui continue de produire d'abord et avant tout de l'aliment. Et comme je l'ai dit à la fin, demain, l'agriculture, me semble-t-il, aura besoin également de produire de l'énergie. Parce que si on veut aller vers de la zéro émission de carbone, et de carbone fossile en particulier, donc c'est-à-dire gaz, pétrole et charbon, et ben ça veut dire que l'agriculture va devoir à nouveau se saisir de la question énergétique. Et pas seulement. Si on veut abandonner le ciment et l'acier pour la construction, ça veut dire qu'on retourne aussi ou qu'on invente des façons de construire les villes en bois, de construire les villes avec de la paille, et donc à nouveau solliciter l'agriculture pour produire ce qu'elle a toujours produit jusqu'au milieu du 19e siècle. Et là, c'est clair qu'on ne passe pas. On ne passe pas sans une véritable politique de frugalité à tout point de vue. Frugalité dans les matériaux, frugalité dans l'énergie, frugalité dans l'alimentation.
Et là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les capacités de voir ce que demain la biomasse sera capable de nous fournir. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci. Une autre question que je prends encore sur le chat et après, je prendrai celles qui sont sur le question-réponse. Quel système imagine-t-on pour rémunérer les agriculteurs concepteurs de biodiversité, façonneurs de paysages? Vos idées là-dessus et à quoi peuvent servir les agronomes? Bon, si on prend le cas de la France, parce que moi, j'aime pas mélanger toutes les échelles, quoi, parce que chaque pays est tellement différent, mais en France, il y a eu l'expérimentation paiement pour services environnementaux, là, qui est en cours aujourd'hui, qui malheureusement ne sera pas reprise dans les éco-régimes de la PAC. La PAC, c'est aussi beaucoup d'argent hein, qui pourrait intégrer ces enjeux-là. Donc, je veux dire, on a les moyens d'intégrer ces enjeux-là dans la rémunération des agriculteurs. Il y a aussi finalement dans les produits de qualité, on est en train, beaucoup d'entreprises agroalimentaires sont en train d'intégrer des valeurs environnementales. Donc, je pense que même si c'est compliqué de partager la valeur, la chaîne de valeur, je pense qu'on peut mieux rémunérer les agriculteurs et puis notamment avec l'argent public et puis surtout les coûts externes. C'est-à-dire que la PAC, c'est une chose, mais enfin, si vous saviez ce que coûte la dégradation de la qualité de l'eau aujourd'hui, notamment à cause des désherbants du maïs dans le sud-ouest ou même en Bretagne, notamment le S-métolachlore, c'est-à-dire tous ces coûts-là ou les coûts de santé qui se chiffrent aussi à peu près à plusieurs milliards d'euros par an, je veux dire, on a de quoi changer la donne et mieux utiliser cet argent pour que demain, finalement, on aille là où on a envie d'aller, quoi. Donc, je pense que la France, c'est un pays encore qui n'est pas limité par les moyens, quoi. Nicolas, tu veux dire quelque chose À là-dessus? Bruxelles, dans la négociation de la PAC, il y a quand même des ONG environnementales qui ont proposé que les subventions, les 9,5 milliards d'euros que les agriculteurs français touchent chaque année avec le budget de la PAC, soient inféodés à des résultats environnementaux. Ce n'est pas toujours complètement facile à faire, on ne sait pas très bien mesurer l'effet sur la biodiversité, des choses comme ça, mais il me semble que d'aller vers l'idée que on peut rémunérer les agriculteurs, pas uniquement en fonction des quantités de viande, de lait ou de céréales qu'ils ont produits, mais aussi en fonction des aménités environnementales, des avantages environnementaux qu'ils ont produits, qu'ils ont générés, même si ce n'est pas véritablement de la production. Pour moi, ça, c'est peut-être un des moyens, mais ça veut dire qu'il faut quand même rappeler que dans cette négociation, il y a eu une extraordinairement forte opposition du syndicat majoritaire à cette idée de demander maintenant aux agriculteurs de rendre des comptes véritables sur l'environnement, considéré trop contraignant, etc. Donc, pour moi, il y a quand même des pistes aujourd'hui qui sont défendues, qui sont la rémunération aussi sur certains parlent d'externalité, j'aime pas trop ça parce que ça voudrait dire que c'est en plus, mais ça serait fondamentalement ça aussi que les agriculteurs pourraient gérer, comme on gère des parcs, comme on gère des forêts, comme on gère des espaces de biomasse non véritablement productifs de marchandises. Je voudrais juste dire un petit mot parce que je trouvais qu'il y avait une question vachement intéressante au début du chat qui était sur la question de la résilience, parce que j'en ai pas du tout parlé, mais c'est une vraie question super pertinente par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, le rapport du GIEC sur les questions agricoles, il nous dit très clairement que le changement climatique va se traduire par plus de paroxysmes et plus d'accidents graves climatiques, d'une part, et d'autre part, plus d'épidémies, de pathologies, de zoonoses, tant sur d'ailleurs les animaux que les végétaux. Et donc, on rentre dans des périodes de plus grande instabilité de la production, de la capacité de la biomasse à tenir. Et face à ça, donc, il y a besoin d'explorer des systèmes de production qui soient plus résilients, c'est-à-dire capables de tenir ces chocs. Et je suis un peu effaré de voir qu'aujourd'hui, le débat, il est quasiment dans l'idée que c'est en relocalisant qu'on va devenir résilient, ce qui me paraît complètement antinomique avec l'idée qu'au contraire, c'est en diversifiant qu'on peut devenir résilient. Tous les agriculteurs des zones à fort aléa climatique l'ont toujours fait et dit et le répètent, c'est la diversification
d'une part, qui permet d'être résilient. La deuxième chose, c'est de faire des stocks. La troisième chose, c'est d'avoir des systèmes de production plastique, c'est-à-dire pas forcément à très haut rendement, mais capables de tenir dans des situations de climat variables. On mélange les variétés, par exemple, ou on enrichit en matière organique face à des risques d'aléas de pluie. C'est de la mutualisation. C'est aussi développer la capacité d'être solidaire. Quand il y en a un qui a un pépin, il y en a un autre qui s'en est mieux sorti, et donc on mutualise le risque. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour les agronomes, c'est plutôt que d'essayer de faire des turbos ou des Formule 1 de l'agriculture qui sont capables, dans des conditions extrêmement précises, de cracher des rendements hallucinants, c'est développer au contraire plus de plasticité dans les systèmes, c'est-à-dire de systèmes qui sont plus capables de tenir les aléas, de se diversifier, et ça revient au débat tout à l'heure, diversifier à la parcelle ou alors un peu moins que la parcelle, et de travailler aussi sur les stocks. Aujourd'hui, vous le savez, condamnés par les politiques, il ne faut pas faire de stock, alors qu'en fait, c'est probablement une des solutions pour contribuer à la résilience. Donc, je pense que c'est vraiment une question très, très pertinente sur les questions de transition. Merci. Comme je l'avais vu que tu ne l'avais pas vu, Philippe. En fait, merci. Effectivement, je ne l'avais pas vue. Elle est arrivée tôt, celle-ci. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde pose ses questions. Il y a inversion entre le chat et les questions-réponses. Je voudrais prolonger par deux questions, là, les deux dernières, qui portent sur vraiment des changements de comportement. D'un côté, chez les agriculteurs, puisque Isabelle dit, mais comment pouvons-nous faire en sorte que les agriculteurs soient eux-mêmes défenseurs de la valeur environnementale et sociale qu'ils apportent? Sont-ils suffisamment conscients, informés des services aménités qu'ils peuvent apporter? Comment peut-il porter davantage auprès des décideurs en quoi l'agriculture fait valeur et comment les accompagner pour le quantifier? Donc ça, c'est plutôt une évolution des comportements des agriculteurs. Et puis de l'autre côté, Anne qui dit personne ne veut la frugalité à part un petit pourcentage de la population, comment faire? D'un côté, on voit que cette transition, ça engage des comportements et du coup des représentations, des évolutions de représentation sociale importantes dans les différentes populations, les différentes communautés. Quel est votre point de vue là-dessus? Je vais démarrer, puis je laisserai Nicolas, puis je pense qu'on sera peut-être au bout du séminaire. Je pense que Nicolas a bien posé la frugalité, quoi. C'est-à-dire qu'on cumule à la fois les limites planétaires et qu'on dit qu'à l'agriculture, on va se passer de pétrole, il va falloir que l'agriculture produise des biens et des matériaux, de l'énergie. On voit clairement que là, ça nécessite une évolution drastique que les gens ont du mal à imaginer, même moi, même nous. Je veux dire, quand je dis qu'aujourd'hui, notre alimentation, c'est déjà notre quota de CO2 de 2050 et on n'a fait que manger. Donc, et encore, c'est plus. Donc, à un moment donné, soit on est capable d'anticiper, soit on va le prendre en pleine figure, quoi. Alors, après, on n'a pas de date. Hein. Est-ce que ça sera, attention, en 2040 ou en 2060, j'en sais rien, mais ce que les gens oublient, c'est qu'on n'est pas là pour habiter la planète, que tout va s'arrêter en 2100, quoi. En 2500, en 2800, on sera encore sur cette planète. C'est bien ça l'objectif. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à s'intégrer dans cet écosystème et qu'on arrête de puiser dans toutes les ressources. Et en plus, à chaque fois qu'on puise, on épuise, mais à chaque fois qu'on puise, en fait, on pollue en règle générale. Donc, et aujourd'hui, on est face à tout ça, quoi. Donc, oui, ça va être compliqué. Moi, je pense quand même que pour un certain nombre de choses, je veux dire, quand on est dans un embouteillage en voiture et qu'on est en vélo dans une piste cyclable, franchement, il n'y a pas photo. Moi, je préfère être à vélo. Quand je goûte des produits faits à base de lentilles et que je goûte un poulet élevé en 40 jours, qui n'a aucun goût, il n'y a pas photo. Donc, en fait, la frugalité, ça ne veut pas dire manger que des pâtes et des pommes de terre, quoi. C'est imaginer autre chose. Et puis, il y a aussi la façon de manger, quoi. C'est pour manger tout seul ou manger collectivement. On perd aussi le collectif, quoi. Les repas de rue, moi, j'en fais chez moi, c'est le moment que tout le monde attend. Les gens, ils sont enfermés chez eux, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'était le. Donc, je pense que ça va être un choc, mais il faut s'y préparer. Voilà. Après, pour la reconnaissance, moi, je pense que ça va se faire quand le discours monolithique des syndicats agricoles, notamment de la FNSEA, va changer. Peut-être ça va bouger. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises agroalimentaires sont en train de changer leur discours et leurs pratiques. Ce n'est pas que du greenwashing. Que les collectivités locales appellent aussi
à une autre agriculture et que donc on a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu et je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses. Nicolas? Sur le comportement des agriculteurs, je pense que beaucoup d'agriculteurs savent gérer de la biodiversité, de la biosphère. Ce n'est pas une question de prise de conscience, me semble-t-il, seulement. Ils sont embarqués dans un système. On les a formés d'une certaine façon, on les conseille d'une certaine façon, on leur propose des produits de traitement, des produits fertilisants d'une certaine façon. C'est tout le système qui, en fait, a du mal à bouger. Et ce n'est pas simplement les agriculteurs qui ne seraient pas suffisamment conscients du rôle environnemental. Moi, j'en connais plein qui sont pourtant, qui votent FNSEA et qui sont complètement dans une agriculture complètement standard et complètement conventionnelle, mais qui pour autant sont hyper attentifs aux vivants, ils savent que ça pose des problèmes, mais ils vous disent, on est coincé dans un système qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale et dont on a du mal à sortir, parce qu'on n'a pas de conseillers pour faire autrement, on prend beaucoup de risques, on n'a pas d'assurance pour nous aider, on n'a pas une banque qui nous aide à ça. Donc, ce n'est pas uniquement les agriculteurs. Ils sont dans un environnement qui les a conduits à faire ce qu'il faut. Et donc, les agronomes, pour revenir, est-ce que du coup, en dehors de l'aide à la production de biodiversité, est-ce que par rapport à ces questions de verrous sociotechniques et au-delà du système productif, est-ce que les agronomes ont un rôle à jouer important et lequel? Eh ben de construire un environnement pour les agriculteurs qui soit favorable à une transition agroécologique et inclusive, plutôt que d'entretenir un système ou de faire durer un système qui a été fantastiquement productif, qui a permis d'abaisser les coûts, je vais y revenir. Et par exemple, à propos de la question du comportement individuel, j'aime bien prendre cet exemple du vélo dans la ville. Ce n'est pas en expliquant aux gens, en sensibilisant les gens que le vélo, c'est bon pour l'environnement et que c'est bon pour leur santé parce qu'ils font un peu d'activité physique que les gens font du vélo. Ils font du vélo quand il y a des pistes cyclables sécurisées, quand les vélos sont pas chers et quand ça devient la norme sociale. Donc, ça veut dire qu'il faut un environnement physique et un environnement social pour changer les comportements. Ça ne suffit pas de changer ce qui se passe dans nos têtes. Et on sait très bien que plus on sensibilise, plus on éduque, plus on forme, mais si on n'a pas un environnement qui nous facilite ce qu'on devrait faire, on finit par rejeter même ce sur quoi on a été sensibilisé. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le rejet du bio, avec le rejet de tas de recommandations portées par les éduqués bio-bobos que nous sommes. Donc, ça veut dire que les agronomes, il faut qu'ils accompagnent, il faut qu'ils créent un environnement pour les agriculteurs qui facilitent, qui fassent que la chose la plus facile à faire soit de l'agroécologie, et la plus compliquée, ça soit de faire de l'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, le système, il est construit complètement à l'envers de ça. Donc, pour nourrir 10 milliards de gens, c'était quoi la question qui était vraiment intéressante là personne ne veut la frugalité, comment on va faire? Je suis d'accord, personne ne veut la frugalité. Le contrat social qui a été passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était d'arriver à avoir la nourriture la moins chère possible, au prix d'une dégradation de l'environnement et d'une sous-rémunération des agriculteurs. On va être obligé de changer de contrat social parce que de toute façon, on va au mur si on continue avec celui-là. Donc, reconstruire un contrat social dans lequel on va accepter que les produits alimentaires et que les produits issus de l'agriculture, ils seront coûteux. Ils seront coûteux parce qu'on sera soucieux de garder une planète à peu près vivable pour nos gosses et de moins générer d'inégalités. Donc, la construction de ce contrat social, elle va prendre du temps et elle veut dire pour moi qu'un des grands enjeux, c'est la démocratie agricole et alimentaire, c'est-à-dire redonner aux citoyens des espaces dans lesquels ils peuvent se réinterroger sur leurs futurs alimentaires, sur ce que veut dire aujourd'hui le système qui les entoure, et que par un dialogue, ils arrivent avec des spécialistes, entre eux, qu'ils arrivent à faire quelque chose. Pour moi, la Convention citoyenne sur le climat, elle a été une amorce de ça. Peu de choses en ont été tirées d'un point de vue politique parce que les lobbies ont été extraordinairement violents pour bloquer les recommandations de la Convention citoyenne. Mais n'empêche que pour moi, c'est une expérimentation. Alors, elle a été faite à l'échelle nationale, c'est compliqué de la faire à l'échelle nationale. Nous, on essaie de l'expérimenter à l'échelle locale. Les projets alimentaires territoriaux, c'est une forme de reprise en main par des acteurs, c'est des habitants, c'est des agriculteurs, c'est des transformateurs, c'est des collectivités territoriales qui essaient de repenser l'avenir de leur système alimentaire.
Et donc, reconstruire localement des contrats sociaux, reconstruire à l'échelle nationale des contrats sociaux pour dire demain, on aura besoin que la biomasse produite soit payée au coût qu'elle représente d'un point de vue environnemental et social, alors peut-être qu'on pourra y arriver. Et donc, ça veut dire que l'enjeu, il est politique et qu'il est démocratique. Merci. Il nous reste 1 minute, donc on va arrêter là. Il y a quelques questions que je n'ai pas prises pour des raisons très simples. La question de Carole concernant la production du méthane, je l'encourage à aller vers le webinaire du 15 octobre où on va parler énergie, gaz à effet de serre, etc. Donc là, on pourra reprendre ces questions à ce moment-là. Concernant une question sur les chaînes de valeur agricoles, donc par rapport à la distanciation cognitive, je pense qu'on en a quand même parlé dans les derniers échanges. Et puis, sur la question de l'arbre, là aussi, je vous encourage à reposer cette question lors du webinaire sur la transition écologique du 22 octobre. Et donc, il est l'heure. Je remercie vivement Nicolas et Philippe pour cet échange très riche et je pense qu'il va nous aider à passer à l'étape suivante puisqu'il y aura un atelier très pratique sur la transition alimentaire qui aura lieu en Auvergne-Rhône-Alpes en mars prochain et on utilisera beaucoup ce contenu de webinaire pour démarrer cet atelier. Merci à vous, bonne fin de semaine, bon week-end Merci et pour ces à discussions. bientôt. Au revoir. Au revoir.